en sont les causes? Alors, il y a plusieurs facteurs qui peuvent être à l'origine du déclenchement du lupus. Par exemple, lors des périodes de modifications hormonales, après un accouchement, par exemple, une femme peut déclencher le lupus. Après un choc émotionnel, il vous a parlé du stress. Mais il faut savoir que concernant la cause du lupus, elle est inconnue. On n'a pas identifié une cause, mais un certain nombre de facteurs qui ont été retrouvés chez des patients, mais qui ne suffisent pas toujours à expliquer à eux seuls la maladie. On peut essayer de les regrouper. Docteur Bonkongo en a parlé, par exemple, en 3 groupes. D'abord, il y a les facteurs génétiques qui font que quand on a quelqu'un dans la famille qui a le lupus, on est plus à risque de développer la maladie. Et deuxièmement, voilà, il y a les facteurs hormonaux, ce qui fait que la femme est plus atteinte que l'homme. On a une répartition de 9 femmes pour 1 homme. Donc, il y a les hormones qui jouent là-dessus, en particulier les œstrogènes. Et enfin, il y a les facteurs environnementaux. On a parlé du tabac, il vous a parlé du tabac, il y a les infections, certains virus, et il y a surtout l'exposition au soleil. Et on verra dans les traitements... Certains virus comme quoi? Par exemple, le virus, l'Epstein-Barr virus, par exemple, qui a été retrouvé dans les cellules chez des lupiques. Allez-y, professeur Ouédraogo. Je voulais surtout insister sur les facteurs hormonaux, parce que c'est vraiment une fréquence de 9 femmes pour 1 homme, donc c'est des facteurs hormonaux, et c'est comme un docteur Zabsonre l'a dit, c'est l'œstrogène, parce que l'œstrogène intervient également dans le système immunitaire. Ce qui fait qu'en réalité, la femme n'a pas le même système immunitaire exactement la même chose que l'homme. Donc, ce qui fait que la femme est beaucoup plus exposée. C'est un sujet qui est intéressant. Nous avons, au cours d'un de nos congrès, animé justement une conférence sur ce thème-là. Pourquoi les femmes font-elles plus de maladies auto-immunes que les hommes? Parce que justement, il y a l'estrogène qui intervient dans le système immunitaire. Madame Bebamba, depuis quand souffrez-vous du lupus? Merci. Je souffre du lupus depuis 2005. Depuis 2005. Okay. Donc, nous allons essayer de revenir sur votre maladie au cours de l'émission. Le lupus, c'est peut-être la première fois pour vous d'entendre parler de cette maladie, qui est une pathologie qui touche particulièrement les femmes. Qu'est-ce que le lupus? Comment se manifeste-t-il? Réponse à ce micro-trottoir réalisé par Roger Bebamba et Lazare Pouya. Vous connaissez le lupus? Oui, le lupus, je l'ai déjà entendu parler de ça. Une maladie qui joue sur les articulations, surtout les membres inférieurs et supérieurs. Surtout, ça attaque les personnes âgées. Non, je ne connais pas le lupus. Je n'ai pas de notion sur le lupus. Non, je n'ai aucune idée sur cette maladie. Le lupus, non, actuellement, je n'ai aucune idée là-dessus. Je n'ai pas une idée sur ça. Ce que c'est que le lupus. Le lupus? Non, jamais. Ils sont pourtant nombreux, les victimes de lupus, à vivre avec leur maladie sans le savoir ou dans le silence total. Les difficultés sont nombreuses et évoluent selon le stade de la maladie. La qualité de vie prend un coup et les frais de traitement pas toujours accessibles. Roger Kabelazar ont sillonné les villes de Ouagadougou, de Zignari et de Koudougou pour rencontrer des patients pour vous. Chaque patient a sa propre histoire. Suivez plutôt. Ça fait 29 ans de cela que je souffre des symptômes. Mais c'est en 2015 qu'on a détecté que j'étais lupique. Chaque jour que Dieu fait, tu pries Dieu pour te réveiller en pleine forme. Parce qu'il y a des jours où tu te réveilles et tu ne peux pas sortir du lit. Il y a des jours quand tu te réveilles, ça va. Bon, la vie continue, tu cours comme tu peux. Tout le temps aller voir le médecin, prendre les médicaments régulièrement pour se maintenir. La maladie a été déclarée chez moi par le médecin en 2015, après une succession de crises. Des crises comment, en fait, j'avais l'impression que je faisais le palu, et c'est ce qu'on me disait en général, parce que même quand on faisait des examens que c'était négatif, voilà, on me disait oui, quand même, ça peut être comme quelque chose qui est caché, mais il faut quand même faire le traitement de palu. Et puis, j'ai commencé à perdre mes cheveux. Je suis allée voir un dermatologue et dès qu'il a vu les taches sur ma tête, il m'a tout de suite dit « Oh, ça c'est un problème, ça doit être un lupus ». Bon, je n'avais jamais entendu parler de cette maladie avant.
Et il m'a donné un examen à faire et les résultats de l'examen, je lui ai envoyé. Et donc, il m'a dit, voilà, que c'est bel et bien un lupus. Et ça se manifeste de manière brusque. Je fais des crises quand je suis vraiment très, très chargée avec mon travail et puis la vie de manière quotidienne. Voilà, quand on a beaucoup de choses dans sa tête, ça n'aide pas beaucoup dans la thérapie. Moi, ma maladie a été diagnostiquée en septembre 2017. Bon, je n'arrive pas, en tout cas, je ne m'adapte pas à la maladie. Ça me fait trop souffrir. Bon, ça a commencé comme c'était la teinte. Ça a commencé sur mon visage, comme le nez. Ça a commencé premièrement, c'était le nez. Après le nez, je traitais, on m'a dit que non, c'est la teinte. J'ai commencé à faire des traitements. Après, je vois que ça s'améliore. Ça prend tout le visage, les joues, ici, partout. J'ai commencé à mettre des produits. Après, je vois que ça s'est noirci. Au début, c'était pas noir. C'était rouge façon. Avec les produits, ça a noirci. Je n'arrive même plus à sortir dehors. Maintenant, je suis venue, on m'a dit que j'ai le lupus systémique. Bon, ça a changé un peu ma vie. Parce que c'est pas facile de vivre avec la maladie, là. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire, il y a des choses... C'est pas du tout facile, en tout cas. Mais et au sein de la société, comment est-ce que vous vivez avec ce mal-là? Est-ce qu'il y a le regard des autres ou oui, pas? Oui. Il y a des gens qui m'insultent, il y a des gens qui me disent tu as quoi au visage, on me demande. D'autres disent que je suis séropositive. Il y a tout, les gens disent tout. 16 novembre 2016, exactement, quand ça a été confirmé que je souffrais du lupus. Mais avant cela, j'étais enceinte et au cours de la grossesse, j'ai eu quelques soucis de santé. J'ai même accouché prématurément. C'est en novembre 2016 que le spécialiste a confirmé que je souffrais du lupus. Il y a des jours, ça peut être des douleurs articulaires et certains jours, c'est problèmes gastriques. Bon, le mal n'est pas chaque fois localisé au même endroit. Ça peut être difficulté respiratoire. Présentement, avec les examens qu'on a pu faire, on a constaté que mes poumons sont atteints, le cœur, la peau, parce que vous voyez les taches sur le visage, et il y a l'anémie qui est là. En moyenne, 90 000 comme ça, à 100 000 par mois. Savoir que j'ai le lupus, c'est ma première consultation en rhumato, ça a été en janvier 2012. Sinon, bien avant ça, les douleurs étaient déjà là, les petits soucis de santé et tout ça. Mais on ne savait pas exactement ce que j'avais. Donc, je passais de médecin à médecin, de traitement traditionnel en traitement traditionnel, ainsi de suite. Et jusqu'à ce qu'à un certain moment, je sois presque invalide. Et c'est là qu'il y a un docteur qui m'a conseillé d'aller en rhumato. Et quand je suis allée, et ça a été comme ça. La douleur, elle est vraiment, elle est là. J'ai tout le temps mal, surtout les douleurs articulaires. Sinon, à part ça, il y a d'autres soucis, mais le souci majeur, ce sont les douleurs articulaires. Par exemple, en cette période-là où il y a la fraîcheur, les douleurs sont encore plus accentuées. Il y a des moments où c'est vraiment insupportable et ça m'empêche souvent d'aller au travail aussi. Pour le traitement, ce sont des comprimés qu'on nous prescrit. Donc, il y a, parmi les produits que je prends, il y a d'autres qui sont... C'est un traitement à vie. Et d'autres, par contre, c'est en fonction des douleurs du moment ou bien des soucis que j'ai sur le moment. Je suis tout le temps fatiguée et quand je fais des efforts, je suis totalement abattue. Et parfois même, je perds connaissance. Il y a eu des fois où j'ai perdu connaissance au lycée. Tout a commencé en 2014 où je me suis sentie à plusieurs reprises mal dans ma peau. J'ai développé un certain nombre de maladies, palud. Je n'arrivais pas à dire exactement ce dont je souffrais. Alors, il a fallu 2015 pour que les premières taches apparaissent sur mon visage. Et alors, j'ai demandé à ma petite soeur qui travaille à l'hôpital Blaise Compaoré et elle m'a dit que c'était mieux de voir un dermatologue. Il m'a dit que je souffrais d'une maladie qu'on appelle le lupus. Dès que le mal a été diagnostiqué,
m'a mis sous traitement. Les 6 premiers mois, bon, les douleurs que je ressentais ont beaucoup diminué. On a perpétuellement des douleurs au niveau du dos, les articulations, les genoux qui ne vous portent pas. Vous êtes plus fatigué que les autres. Moindre petit effort, vous êtes fatigué. Dès que j'ai commencé mon traitement, au bout de 6 mois, j'ai commencé à sentir de l'amélioration. D'abord, les taches qui avaient envahi mon visage et qui faisaient qu'un peu partout, on me regardait bizarrement. À peine si on me reconnaissait les premiers moments. Donc, les taches ont commencé à disparaître, hein, les unes après les autres. Et puis les douleurs aussi ont beaucoup diminué et depuis je suis toujours sous traitement. Retour donc sur ce plateau avec nos invités. Madame Bebamba, comment avez-vous découvert votre maladie? Merci. En fait, c'est comme Madame Tibiri vient de le dire, c'est après plusieurs hospitalisations, c'est-à-dire 4 hospitalisations en une année, en 2005. Et c'est là que le professeur Drabo, en son temps, qui était chef de service, a proposé de faire un prélèvement sanguin et pour qu'on voit si c'était effectivement ce qu'il pensait. Et le résultat est tombé, c'était un lupus. C'est un lupus. Professeur Ouedraogo, quelles sont les manifestations du lupus pour compléter ce que le reportage vient de nous dévoiler? Alors, je pense que le reportage a fait un peu le tour, mais il faut surtout insister sur le fait que les manifestations sont d'abord des manifestations articulaires, c'est des douleurs articulaires avec ou sans gonflement dans presque 100% des cas. Et il y a les manifestations dermatologiques. Je pense que le Dr Bonkongo reviendra là-dessus dans 70% des cas. Mais tous les autres organes peuvent être atteints. Dans le reportage, il a été dit des atteintes pulmonaires parce qu'au niveau de la plèvre, les enveloppes du poumon, il peut y avoir du liquide, il peut y avoir une inflammation, ce qu'on appelle une pleurésie, qui est assez fréquente. Mais également au niveau du cœur, les enveloppes cardiaques peuvent être atteintes, ce qu'on appelle une péricardite, donc avec des essoufflements donc à la marche. Mais surtout, le cerveau peut être atteint avec des manifestations à type de convulsion, à type de confusion, mais souvent aussi à type de manifestations psychiatriques, souvent qui font penser que le patient est en train de développer donc une maladie psychiatrique. Et enfin, il y a les manifestations telles que les manifestations donc au niveau du rein qui font un peu la sévérité de la maladie. En fait, c'est parce que la maladie peut s'étendre à tous les organes qu'on parle de lupus érythématique systémique, pour dire que tous les organes en fait, de l'organisme peuvent être atteints à un moment ou à un autre. Docteur Bonkongo, on a vu dans le reportage, il y a plusieurs taches sur la peau, il y a des taches noires, il y a des taches blanches. Est-ce que c'est les signes comme ça, les manifestations sur la peau, il y en a d'autres? Oui, merci. Et par rapport aux manifestations cutanées, les manifestations au niveau de la peau, comme le professeur l'a dit, ça peut représenter en gros 70% au moment du diagnostic. Mais les manifestations là sont multiples. Par exemple, si on prend, ça peut être des taches qui sont rouges, mais si on prend le noir, c'est difficile effectivement de voir que c'est une tache qui est rouge. Souvent, c'est un peu noir. Mais si c'est une personne qui a une peau claire, la tache effectivement est rouge. Et ces taches sont localisées au niveau des joues, au niveau du nez, et souvent ça fait l'aspect en aile de papillon. Et ça rappelle un peu l'aspect du loup. Et si on se rappelle sur le plan un peu de l'épidémiologie, par exemple, ou sur le plan un peu historique, les premiers cas qu'on a décrits, ça rappelle l'aspect du loup. Et on peut également avoir des taches qui sont un peu nacrées. Bon, en termes simples, c'est des plaques qui sont comme des pièces de monnaie, souvent qui décollent un peu. Et toutes ces lésions-là sont localisées au niveau des parties où le soleil est exposé au soleil. Ça veut dire que ces personnes-là sont sensibles au soleil. Plus que les autres personnes. On peut avoir des chutes de cheveux. Ça, c'est très important. Comme ça atteint la gente féminine, et souvent, c'est le motif même de consultation. Et la chute là peut être localisée et ça donne ce qu'on appelle l'alopécie. Et il y a des moments où souvent même le cheveu ne peut plus pousser. Ça donne l'impression qu'on a arraché les cheveux, c'est rasé en profondeur. C'est rasé en profondeur. On peut avoir une situation où la chute n'est pas localisée. Là, en ce moment, on a la possibilité avec le traitement que les cheveux, en fait, poussent. Si, par exemple, la racine du cheveu n'est pas, par exemple, atteinte, il y a une possibilité avec le traitement.
Mais comme on l'a dit, c'est un ensemble de signes. Ça veut dire que quelqu'un qui a, par exemple, cette tache, il faut penser à d'autres maladies également. Il faut penser à d'autres maladies de la peau. Ce n'est pas parce qu'on a cette tache qu'on a forcément le lupus. Il faut, en plus d'autres facteurs, il faut une combinaison de facteurs pour qu'on pense voilà, il faut beaucoup de combinaisons et d'autres examens. Je pense que le docteur Zapsoro va revenir sur les examens. Nous allons revenir en fait, je voulais quand même revenir un peu sur le reportage. Il y a une notion qui a été très importante. C'est cette patiente-là qui a dit que souvent on a pensé qu'elle avait une infection à VIH. Parce que justement, l'atteinte étant diffuse, avec les chutes de cheveux, avec un épanchement au niveau des poumons, avec une altération, avec la fatigue, et souvent, pour ceux qui ne connaissent pas la maladie, ils vont aller chercher une infection à VIH alors qu'il s'agit d'un lupus. Au Burkina Faso, même si le lupus reste mal connu des populations, la maladie existe depuis belle lurette. Quelle est la prévalence du lupus dans notre pays? Quelle est l'efficacité du traitement? Daouda Ouattara, Roger Bebamba et Lazare Pouye ont fait un tour au CHU Yalgado Ouedraogo et à l'hôpital du district de Bogodogo pour faire le constat. Suivez leur reportage. Maladie qui attaque en majorité les femmes, le lupus est une pathologie qui se manifeste sous différentes formes. Pas des douleurs articulaires un peu partout le corps, et les articulations et surtout les membres inférieurs qui ne permettent pas souvent de se déplacer comme on peut. Et puis bon, il y a aussi des problèmes de peau. Le lupus atteint fréquemment les femmes. Au moins 90% des patients affectés par cette maladie et les personnes ayant la peau noire. Sa fréquence dans les formations sanitaires reste faible compte tenu de son ignorance par la population générale. Au service de rhumatologie de l'hôpital du district de Bordeaux, quelques cas sont détectés en consultation. Les chiffres officiels qui existent datent de 2014 déjà. C'était une compilation de chiffres sur 5 ans. Et la fréquence du lupus était exactement de 0,6% de toutes les maladies, toutes les pathologies rhumatologiques sur 5 ans. Mais il faut dire que dans la réalité, moi je pense que c'est beaucoup plus que ça, parce qu'en plus du service de la rhumatologie, il y a d'autres services qui prennent également en charge le lupus. Comme c'est une maladie qui concerne plusieurs organes, il y a des services comme la dermatologie, la neurologie, la cardiologie, et qui s'occupent aussi des cas de lupus. Donc les chiffres exacts sont difficiles à donner. Au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo, service de l'hémodialyse, quelques cas de lupus en lien avec l'atteinte rénale sont fréquemment identifiés. Il faut savoir que l'atteinte rénale au cours de cette maladie qu'on appelle le lupus systémique, c'est une maladie très grave, donc ça assombrit le pronostic vital chez le malade qui en est atteint. Alors ça se caractérise essentiellement par la présence d'albumine dans les urines et dans certains cas, il peut s'y associer ce qu'on appelle l'insuffisance rénale qui est la rétention des déchets azotés, des déchets dans le corps, donc qui traduit une insuffisance au niveau de l'élimination des déchets. Nous avons très peu de cas de patientes lupiques qui ont une manifestation rénale. Alors, ce que nous avons dénombré dans le service, régulièrement suivis dans le service, soit qui ont été hospitalisés ou qui ont été vus en consultation externe, nous en avons une dizaine. Mais il nous est arrivé de donner des avis pour d'autres malades que nous n'avons pas eu l'occasion de suivre par la suite. Au nombre des facteurs et des causes qui favorisent la survenue du lupus, il y a entre autres le stress, le surménage et l'usage de certains médicaments. Même s'il est rare que l'homme ait le lupus par rapport à la femme qui est exposée, le traitement de cette pathologie dépend du stade auquel le patient s'est présenté à un spécialiste. Quand c'est découvert avant le stade de complication, le traitement est plus souvent très efficace et on arrive à une bonne stabilité. Et le plus souvent, quand le diagnostic est découvert avant le stade de complication, nos résultats sont très bons. Tout dépend du stade auquel le malade, la patiente a été vue. Alors, dans notre pratique, parmi la dizaine de patients, alors nous avons eu 2 cas qui ont évolué favorablement où la patiente avait beaucoup de protéines dans les urines et avec le traitement,
Et la protéinurie, le taux de protéines s'est normalisé. Mais il faut savoir que le traitement au niveau pour certaines classes est très coûteux et n'est pas forcément accessible à la population, enfin la population générale, parce que compte tenu du coût qui est très élevé. On ne guérit pas du lupus, mais lorsque les symptômes de fatigue, de perte de poids et de fièvre, des douleurs articulaires et des taches sur la peau apparaissent, un conseil. Il ne faut négliger aucun signe, ni articulaire, ni cutané. Il faut toujours consulter pour ce qui concerne la population. Maintenant, un autre message est à l'adresse des professionnels de la santé, notamment ceux qui sont les premiers contacts des patients. Je veux parler des infirmiers, d'avoir le réflexe de demander de l'aide un peu plus haut. Alors, il faut dire à chaque patiente, toutes les patientes qui sont atteintes de ces maladies, qu'il faut consulter régulièrement et puis faire des examens complémentaires demandés par le praticien qui, normalement, sait qu'il faut toujours rechercher un problème rénal. Et plus tôt le problème rénal est découvert, et plus tôt il est pris en charge et le pronostic peut être meilleur. L'hygiène corporelle, alimentaire et environnementale, ainsi que la restriction de consommation en sel ou en viande, sont entre autres précautions que les patients du lupus doivent désormais observer. Docteur Zabsonre, comment fait-on le diagnostic du lupus? Alors, je voudrais d'abord assurer la population que c'est l'ensemble des manifestations qui permet de faire le diagnostic du lupus. Et de la même manière qu'une seule hirondelle ne fait pas le printemps, un seul signe ne fait pas le lupus. Maintenant, sur le plan des examens, il y a les signes d'auto-agressivité de l'organisme qu'il faut rechercher dans la prise de sang. Ce sont les anticorps antinucléaires et il y a plusieurs types. Donc c'est la positivité de ces examens-là, associés aux manifestations dont le professeur a parlé, qui permettent de faire le diagnostic du lupus. C'est vrai que nous avons un peu parlé des manifestations du lupus au niveau de la peau. Mais Madame Bebamba, qu'est-ce que vous avez ressenti les premiers instants de votre maladie? Vous avez dit que cela a été découvert après 4 hospitalisations. Mais les premiers signes, c'était quoi? Les premiers signes, c'était de la diarrhée, des vomissements. Diarrhée, vomissement. Et puis après, que vous avez vous ont conduit à l'hôpital. A fait plusieurs séjours à l'hôpital. Et après, c'était comme ce que le professeur disait, perte de poids et tout ça accompagné. Allez-y. Oui. Vous m'avez demandé quelle était la question. Bon, la question, c'est les premiers instants. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce que vous avez des problèmes de peau? Parce qu'on a eu à parler beaucoup, on a eu des problèmes de peau, d'articulation. Vous, qu'est-ce que vous avez ressenti les premiers instants de la maladie? Dès les premiers instants de la maladie, ce que j'ai ressenti, c'était d'abord, ce que je disais, c'était au niveau gastrique. J'avais des problèmes pour manger, manque d'appétit. Ensuite, il y a eu la diarrhée. Et après, il y a eu pas mal de succession d'infections suite à mes hospitalisations. En fait, c'est ça. En fait, c'est par rapport à tout ça qu'on a pu diagnostiquer le lupus. Docteur Zabsonre, au niveau des articulations, qu'est-ce que les patients ressentent? La douleur est comment? Alors, il s'agit de douleurs qui peuvent atteindre toutes les articulations, mais principalement les petites articulations au niveau des mains. Et ces douleurs-là, la caractéristique, c'est que ça survient souvent la nuit, ça réveille le malade ou ça l'empêche de dormir. Et ces douleurs dans les articulations, les petites articulations en particulier, peuvent s'accompagner de gonflements. Et à côté, on peut avoir des douleurs dans les muscles aussi. Il n'y a pas de crampes? Non. Pas vraiment. Pas vraiment, ok. Est-ce une maladie grave, le lupus, docteur Bongo? Par rapport au lupus, il y a deux situations. La première situation, lorsque l'atteinte est localisée au niveau de la peau ou au niveau des articulations, ou les deux situations, peau et articulation, c'est une maladie qui est bénigne, c'est une maladie qui n'est pas grave. Mais souvent, ça cause le problème esthétique si c'est au niveau de la peau. Lorsque, la deuxième situation, lorsque plusieurs organes sont atteints, si les gens ont bien suivi le reportage, le professeur est revenu là-dessus. Le professeur Gérard Koulibaly. Professeur Gérard Koulibaly. Et non Richard, comme cela a été signé dans le reportage. C'est bien Gérard Koulibaly. Lorsque le rein est atteint, ou par exemple le cerveau,
ce qu'on appelle le nérolupus. Le professeur a insisté sur ça. C'est-à-dire qu'en ce moment, c'est une maladie grave. Il y a une étude qui est actuellement en cours, qui est terminée, qui est dirigée par le professeur présent ici, sur les manifestations rénales. Et ils ont trouvé, c'est une étude multicentrique qui a concerné l'hôpital Yalgado, l'hôpital du district de Bokodgo, et 37,5% de patients étaient atteints de lupus. Donc 35,7% l'atteinte était rénale. Donc, mais même dans, cas qui sont très graves. Même dans les séries, la plupart des séries, toutes les séries, ils parlent de 30 à 50% des cas. Donc l'étude collabore également avec ce qui est trouvé sur le plan international. Donc le lupus est une maladie grave. Quelles peuvent être les complications du lupus, professeur Ouédraogo? Alors, en termes de complications, les complications peuvent se situer à deux niveaux. Il y a, comme les autres l'ont dit, les complications liées au lupus lui-même. Voilà, parce que comme on l'a dit, le terme lupus vient de loup, en termes d'esthétique, mais aussi en termes de sévérité. Donc le lupus en lui-même peut, par ses multiples atteintes, constituer une complication. Mais il y a aussi les complications liées aux médicaments. C'est ce que nous appelons les complications iatrogènes. Et notamment certains médicaments tels que la cortisone, que nous appelons des corticoïdes, que les patients sont obligés de prendre à un certain moment donc, de la maladie et qui peuvent entraîner des complications telles qu'une hypertension artérielle, telles qu'un diabète sucré, mais également des lésions osseuses, une fragilité osseuse, une prise de poids et qui pose véritablement un problème esthétique chez les femmes. Madame Bebamba, quel a été l'impact de la maladie sur votre vie au quotidien? Merci, à plusieurs niveaux, d'accord. C'est-à-dire, par exemple, au niveau de la famille, par exemple, j'ai ressenti, surtout au premier moment, et comme une distance que beaucoup de personnes mettaient. Parce que, comme le professeur l'a dit, on voyait tout de suite le VIH. On se disait, c'est sûr que c'est ça, mais bon, elle cachait. Et par la suite, il a fallu, avec le temps, faire comprendre que, voilà. C'était autre chose. Donc, c'est la même chose au niveau du boulot, au niveau du travail. Et souvent, il y a l'incompréhension parce qu'on est fatigué, on est stressé. Bon, il y a des jours sans, il y a des jours avec. On ne comprend toujours pas. D'autres personnes utilisent, comment on appelle ça, les certificats médicaux de complaisance. C'est ce qu'on m'a dit plusieurs fois au service. C'est pas sûr que vous êtes malade, parce que vous êtes, quand vous regardez, vous n'avez pas l'air d'une personne malade. Voilà. Pourtant, vous souffrez dans votre chair. Et oui. Cela n'a pas impacté un peu votre vie de couple? C'est pas trop indiscret? Un peu. Professeur Ouédraogo? En fait, justement, le problème au niveau du retentissement professionnel est que pour ceux qui ont des métiers où il y a beaucoup d'angoisse, de stress, surtout le stress professionnel impacte sur le lupus érythémateux systémique. Le stress familial également impacte. Et souvent, il nous arrive d'inviter le couple, de pouvoir échanger avec le couple et de dire à celui qui stresse l'autre de moins stresser. De moins stresser la personne malade. Ça n'impacte pas sur la maladie. Okay. Découvrons à présent les questions des téléspectateurs avec Viviane Tiendrebego. Il y a essentiellement des hommes qui ont appelé. Bouré Magnambré à Ouarghaï aimerait savoir quand est-ce qu'on a découvert le lupus au Burkina Faso. Et il a suivi avec intérêt que c'est une maladie qui touche essentiellement les femmes. Et sa question c'est, est-ce que le lupus n'est pas lié à la dépigmentation et aux produits qui sont utilisés? Monsieur Antoine Kindo nous a appelé de Bobo-Dioulasso. Sa préoccupation, c'est comment se manifeste le lupus. Il précise qu'il a des boutons qui apparaissent et disparaissent selon... il n'y a pas de période déterminée et surtout ces boutons apparaissent sur la poitrine et quand il va en consultation, on lui prescrit telle pommade, il l'utilise, ça marche ou ça ne marche pas. Et lui, il veut savoir
qui contacter pour avoir un diagnostic et pour le libérer un peu? Est-ce qu'il s'agit du lupus et où est-ce qu'il peut aller? Est-ce que tous les CHR du Burkina Faso ont des capacités de diagnostic du lupus? Monsieur Seydou Tchombiano depuis FADA aimerait qu'on lui dise si le lupus est contagieux. Si oui, comment? Et quelle est la prévalence du lupus au Burkina Faso? Est-ce qu'il y a des chiffres officiels? Monsieur Dieudonné Birba suit Santé Mag depuis Tanguay à Ouagadougou. Lui aussi aimerait savoir si le lupus est contagieux. L'autre question qu'il se pose, c'est est-ce qu'on peut guérir définitivement du lupus? Monsieur Noufé Sié à Banfoura lui pose la question, est-ce que le lupus et la lèpre sont une seule et même maladie? Et il a peur au regard de ce qui se passe qu'il y ait un retour en force de la lèpre, surtout dans la région des Cascades où il habite. Monsieur Rodrigue Kam depuis Bobo-Dioulasso aimerait qu'on lui parle de comment on contracte le lupus. Est-ce que cela est héréditaire? Est-ce qu'il y a un vaccin? Et pourquoi les femmes sont les plus touchées? La seule femme qui a appelé jusqu'à présent, c'est Madame Thérèse Dodo Koudougou. Ses questions, c'est est-ce que le lupus est mortel? Est-ce que la maladie se soigne? Comment? Est-ce que le lupus peut causer la calvitie? Monsieur Nanema Ayako a une préoccupation. Il a bien suivi que le lupus peut survenir pendant la grossesse et il se pose la question, est-ce que dans ces conditions, la mère ne peut pas transmettre le lupus à son enfant? C'est tout pour la première série de questions des téléspectateurs. Quand est-ce a-t-on découvert le lupus au Burkina Faso, professeur Ouedraogo? Alors, c'est là une question assez difficile parce que le lupus probablement a toujours existé au niveau du Burkina Faso, mais peut-être que c'est l'absence de spécialistes qui fait que la pathologie n'a pas été... Mais déjà, avant qu'il y ait des rhumatologues au Burkina Faso, les médecins internistes déjà qui étaient là, ils diagnostiquaient des lupus. Ça a été le cas de Madame Bimamba ici. Donc, chez elle, voilà, depuis 2005, ce sont des médecins internistes qui ont posé le diagnostic. C'était les premiers cas diagnostiqués. Voilà, ce n'était pas les premiers cas, mais c'était parmi les premiers cas voilà, diagnostiqués. Est-ce qu'on a vu que ça touche essentiellement les femmes? La question de M. Yambré, c'est est-ce que le lupus n'est pas lié à la dépigmentation et aux produits qui sont utilisés? Docteur Zabsonri? Non, il n'y a pas de lien avec la dépigmentation. Maintenant, je ne sais pas si le docteur Bonkongo va compléter. Okay. Docteur Bonkongo, en tant que dermatologue, est-ce que la dépigmentation, les produits utilisés? Par rapport aux conséquences, en fait, des produits utilisés dans le cas de la dépigmentation, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Pas de lien. Maintenant, je pense que le docteur Zabsoro a fait un commentaire pourquoi les femmes sont liées en fait à un phénomène hormonal et pour ça, elle revient là-dessus, surtout l'estrogène. Tout à fait. Mais quand même, je voulais quand même revenir sur cette question-là, parce qu'en parlant de médicaments, il y a d'autres médicaments, effectivement, qui peuvent être impliqués dans le lupus. C'est notamment les inducteurs de l'ovulation. Les femmes qui sont dans une position de rechercher une grossesse prennent énormément de médicaments, notamment des inducteurs de l'ovulation, qui peuvent effectivement provoquer donc des lupus que nous appelons des lupus induits. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il y a une autre, c'est vrai que les manifestations, ça revient, la question revient, c'est parce qu'on ne connaît pas très bien la maladie. Et Monsieur Kindo, les boutons apparaissent sur la poitrine et ça repart, souvent ça part, ça revient. Il veut savoir qui contacter pour se faire diagnostiquer. Et est-ce que tous les CHR ont la possibilité d'établir un bon diagnostic de lupus? Ok, docteur Bonkongo. Mais si ça concerne la peau, je pense que, comme je l'ai dit tantôt, c'est un ensemble de manifestations. Ça veut dire que les lésions sont variables. Et s'il y a des boutons qui parlent que
ça disparaît. Ce qu'on peut le conseiller, c'est là où il est à Koudrou, il y a un dermatologue, il y a un médecin interniste. Je pense que s'il prend un rendez-vous au CHR de Koudrou, il y a un docteur Nagalo qui est au CHR en tant que dermatologue, il y a un médecin interniste également. Et la plupart des CHR actuellement ont des dermatologues. La plupart des CHR ont des dermatologues, en passant par Fada, il y a un dermatologue, à Djidougou, il y a un dermatologue, à Ziare, il y a un dermatologue. Donc, il peut en tout cas prendre rendez-vous parce que c'est un peu difficile de dire est-ce que c'est un lupus, c'est pas un lupus. Et comme on dit, l'objectif de cette émission, c'est de donner l'information. Donc, c'est très difficile de dire est-ce que c'est un lupus ou c'est pas un lupus. Est-ce que le lupus est contagieux, docteur Zabsonri? Si oui, comment? Et puis la personne demande encore la prévalence. On a déjà répondu à cette question. Le lupus n'est pas contagieux. Non. D'accord. Ouais, il y a deux questions relatives à la contagion du lupus. L'autre question, c'est est-ce qu'on peut guérir définitivement du lupus? Professeur Ouédraogo. Alors, est-ce qu'on peut guérir définitivement du lupus? Le lupus, l'érythématose systémique est une maladie chronique. Hein. C'est une maladie chronique à l'image de l'hypertension artérielle, du diabète. Voilà, donc c'est des maladies chroniques avec un traitement à vie. Alors, nous ne parlons pas de guérison, mais nous parlons de rémission. On peut mettre la maladie en rémission, on peut mettre la maladie en cage, la maîtriser. En berne. En berne, voilà. La maîtriser, mais la guérir définitivement, non. Ok. Docteur Bonkoumou, est-ce que la lèpre et le lupus sont une seule et même maladie? La personne a peur parce qu'il y a un retour en force de la lèpre dans les cascades. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux maladies? Non, il n'y a pas de lien entre le lupus et puis la lèpre. La lèpre, c'est une infection, c'est une bactérie qui est responsable de ça. Et le lupus, comme on l'a dit, c'est un ensemble de facteurs qui peut être responsable du lupus. Maintenant, par rapport à ce qu'il vient de dire, je crois que peut-être il n'y a pas de... les études, les enquêtes plutôt, les enquêtes, parce qu'on fait souvent la supervision dans le cadre de la lèpre, c'est bien vrai qu'il y a certaines régions où il y a beaucoup de cas, mais souvent c'est lié au fait que souvent les agents de santé n'arrivent pas à poser le diagnostic. Sinon, actuellement au Burkina, on ne parle plus, la lèpre a été éliminée depuis. Maintenant, il y a certains foyers, mais on continue de faire la surveillance. Comment contractons le lupus? Est-ce qu'il est héréditaire? Est-ce qu'il y a un vaccin? Pourquoi les femmes sont les plus touchées? C'est M. Kam qui pose ces questions. Professeur Ouédraogo. Je pense que on a déjà parlé de ça. Les femmes sont plus touchées que les hommes. Les hormones interviennent énormément dans le processus. Comment on contracte? Est-ce que héréditaire? Il existe un vaccin pour... Non, il n'existe pas de vaccin. Il n'existe pas de vaccin. Et ce n'est pas héréditaire? Non, non, ce n'est pas héréditaire. Est-ce que le lupus est mortel? Comment est-ce que le lupus... Est-ce que le lupus est mortel, docteur Zabsonri? Quand les patients sont pris en charge correctement, on arrive à les mettre en rémission. Maintenant, quand il n'y a pas un bon suivi ou dans certaines formes graves... Ça peut tuer. Oui. D'accord. Comment est-ce que le lupus peut causer la calvitie? Docteur Bonkoumou. J'essaie d'expliquer en termes simples. C'est lorsque, quand on prend un cheveu, il y a une phase où les cheveux, il y a une phase de croissance, il y a une phase de stabilisation et une phase où de chute. Et lorsque la racine du cheveu a atteint en ce moment, ça veut dire ce qu'on appelle l'alopécie. Et lorsque l'alopécie est cicatricielle, ça veut dire que la racine est atteinte, ça veut dire qu'en ce moment, le cheveu ne peut plus pousser. Et s'il y a des situations où la racine n'est pas atteinte en ce moment, le cheveu peut pousser. Donc il y a des situations où effectivement, je pense que dans le reportage, là, il y a eu des situations où on a vu, nous on appelle ça l'alopécie en réalité. Parce que la calvitie, bon, on ne va pas entrer dans les termes de concept, mais en termes simples, c'est l'alopécie qui a la chute de cheveux, où il n'y a même plus de cheveux en ce moment. Je pense que c'est ce que le téléspectateur veut dire, c'est le mot technique qu'il n'a pas pu trouver. Voilà, sinon, effectivement, c'est une des causes, parce que plusieurs maladies aussi peuvent être responsables de ça. Ce n'est pas le lupus seul. Professeur, est-ce que la femme enceinte qui développe un lupus peut contaminer, transmettre le lupus à son enfant?
Oui, il y a des cas de lupus néonatal. On peut avoir ce qu'on appelle un lupus néonatal, une femme enceinte qui donne donc naissance à un enfant qui a un lupus. Et c'est pourquoi, chez les femmes enceintes, il y a des médicaments qu'elles prennent. Et ce médicament-là, justement, évite que l'enfant ne fasse un lupus néonatal. Mais il faut déjà dire que la grossesse chez la femme lupique doit être autorisée. Nous aimons, en plaisantant, dire à nos patientes de ne pas nous faire des enfants dans le dos. Il faut que nous soyons informés et que nous préparons ensemble donc, la grossesse, parce qu'il faut que le lupus soit donc stabilisé avant qu'elle ne fasse le choix de faire un enfant. Sinon, il y a des complications obstétricales telles que des avortements, des accouchements prématurés ou même des morts-nés qui peuvent se produire. Docteur Zabsonré, les différents examens et traitements, est-ce accessible? Alors, les examens sont disponibles mais difficilement accessibles. Parce que les prélèvements, on arrive à faire les prélèvements dans la plupart des laboratoires de la place. Le prélèvement est acheminé sur la France pour l'analyse en général. Mais financièrement, ce n'est pas très accessible. Il faut compter environ pour la recherche des anticorps 120 000 francs pour la recherche des anticorps qui contribuent au diagnostic. Maintenant, la plupart des traitements sont disponibles. Parce que dans le reportage, il y a une patiente qui parle de 100 000 francs par mois. Et vous, Madame Bebamba, vous dépensez combien par mois pour votre maladie? Je vais dire à peu près le même prix, le même montant, parce qu'il y a 2 ou 3 produits qu'on n'arrive pas à avoir tout le temps à Ouaga. Donc, on est obligé de faire appel dans d'autres pays pour pouvoir avoir. Et quelles sont les contraintes de la maladie? C'est vrai que c'est déjà très cher de se faire soigner, mais qu'est-ce qui a fondamentalement changé dans votre vie depuis que vous savez lupique? Est-ce que vous arrivez à faire tout ce que vous faisiez avant? Non. Non, parce qu'il y a déjà la douleur qui est, je peux dire, mon premier ennemi. Parce que le matin, il faut compter avec elle. Le soir, il faut compter avec elle. Donc, il faut gérer ça au quotidien. Il y a la fatigue. On est constamment fatigué. Donc, on peut être traité de paresseuse parce qu'il y a la fatigue qui est là. On essaie de surmonter, mais c'est tout ça. La douleur et la fatigue, à mon niveau. Est-ce que sur le plan alimentaire, il y a eu des changements? Oui, il y a le régime peu salé, peu sucré et beaucoup de fruits et de légumes. Et une activité sportive? Tout à fait. Découvrons à présent le deuxième de la question des téléspectateurs. C'est toujours avec Viviane Tiendrebego. Alors, Monsieur Amidou Bagayan Akoupela voudrait que vous parliez davantage des signes annonciateurs du lupus. Est-ce qu'il y a des signes caractéristiques qui peuvent alerter la personne qui est touchée ou l'entourage pour inciter à aller plutôt en consultation et puis favoriser une meilleure prise en charge? Monsieur Daniel Dabiré Abobo Djulasso voudrait savoir quelle différence il y a entre le lupus et la maladie qu'on appelle en Djoula colotis, qui signifie la maladie des os qui font mal. Madame Ouattara Salimata Awaga, elle aimerait savoir toujours cette question sur la contagion du lupus. Est-ce que le lupus est contagieux? Est-ce que la maladie attaque les enfants? Monsieur Adama Ouedraogo à Ouagadougou aimerait toujours savoir si le mal est contagieux. Est-ce que l'alimentation n'est pas un facteur qui favorise la survenue du lupus? Et il fait allusion surtout aux produits périmés qui sont sur le marché et que les gens consomment indifféremment. Monsieur Tao Aboubakar à Ouaouguia voudrait avoir plus de précision sur les lieux d'où le lupus est parti. Est-ce que c'est une maladie qui a commencé en Afrique, en Europe, en Amérique? Exactement dans quelle partie du monde, s'il y a des précisions? Monsieur Nyambré Bourema à Ouargaï, lui,
aimerait savoir si vous qui êtes des spécialistes, vous avez déjà entrepris des études pour évaluer l'impact de la maladie sur le quotidien des Burkinabés et déterminer les causes exactes de ce lupus-là et sa prévalence dans le pays. Et est-ce que la situation sociale ne peut pas être un facteur de survenue du lupus? C'est tout pour la question des téléspectateurs d'aujourd'hui. Professeur Ouedraogo, quels sont les signes annonciateurs d'un lupus, les caractéristiques? Apparemment, il faut expliquer beaucoup pour que les populations puissent bien comprendre. Je pense qu'on va insister sur quatre signes. Voilà. C'est d'abord la fatigue. La fatigue. Une fatigue extrême doit toujours interpeller. Voilà. Donc, il y a la fatigue, il y a la fièvre, parce qu'au cours du lupus, on a donc également la fièvre. Il y a les douleurs articulaires, et puis bien sûr, il y a les problèmes de peau, les lésions dermatologiques. Donc, si vous avez donc ces quatre signes-là, déjà, il faut aller vers un centre de santé. Et aujourd'hui, la plupart des médecins généralistes qui sont sur le terrain connaissent le lupus parce qu'il est enseigné dans toutes les facultés de médecine du pays. Donc, dès que vous avez ces signes-là, il faut aller donc vers les centres de santé. D'accord. Docteur Zabsonre, est-ce qu'il y a une différence entre le lupus et la maladie qu'on appelle colochiandula, qui signifie les os qui font mal? Bon, je ne connais pas trop cette maladie, donc... Drépanocytose. D'accord. C'est pas du tout pareil. C'est vraiment... La drépanocytose, c'est une maladie génétique, effectivement, qui donne des douleurs osseuses et dans les articulations aussi. Mais c'est deux entités différentes. Le lupus, c'est comme on a dit au début, c'est le dérèglement de l'immunité. Et puis, on sait que la drépanocytose est liée à une anomalie des globules rouges. Donc, il suffit de faire une électrophorèse de l'hémoglobine pour pouvoir le savoir. Okay. Est-ce que la question revient, est-ce que la maladie est contagieuse? On a dit non. Est-ce qu'elle attaque les enfants? Alors, le lupus peut attaquer les enfants. Le lupus attaque, on a dit tout à l'heure que c'est de 15 à 40 ans, avec une prédominance pendant les périodes où la femme peut concevoir des enfants. Mais le lupus, il existe des lupus pédiatriques et même des lupus juvéniles. À n'importe quel âge, en fait, on peut l'avoir. Là, on parle de l'alimentation. Est-ce un facteur favorisant? Docteur Zabsonre, la personne fait allusion aux aliments périmés que nous retrouvons sur la place du marché. Nous ne connaissons pas de lien entre ces aliments périmés et le déclenchement du lupus. Okay. Professeur Ouedraogo, est-ce que cette personne veut savoir, M. Tao, l'historique de lupus dans le monde? Alors, les données que nous avons situent le lupus vers le XVIIIe siècle environ. Et que c'est comme Dr Bonkon l'a dit, c'est des dermatologues d'abord qui l'ont décrit et qui ont pensé que c'était une tuberculose de la peau. Alors c'est au fur et à mesure qu'on a compris que la peau n'était que le côté visible donc de l'iceberg et qu'en dessous, tous les autres organes pouvaient être atteints. Et c'est en ce moment que le lupus a été mieux connu. Est-ce que la situation sociale peut être un facteur de survenue de lupus, Dr Zabsonre? Les études ont prouvé que les milieux défavorisés, c'est pas sur le déclenchement en tant que tel, mais c'est sur en fait la prise en charge et la rémission des patients. Les patients qui viennent d'un milieu défavorisé présenteront peut-être des formes plus sévères que ceux qui sont d'un milieu plus aisé. Oui. Mais surtout, il faut dire que ceux qui proviennent des milieux défavorisés, en raison de l'absence de moyens, alors la maladie va être beaucoup plus sévère parce qu'ils n'arriveront pas à se soigner. C'est surtout ça qui va jouer sur le pronostic. D'accord. C'est vrai, docteur Bonkou disait que vous étiez... il y a une étude en cours que vous pilotez. Donc, il y a cette question qui parle de cela. Est-ce qu'il y a des études en cours pour déterminer les causes exactes du lupus?
Oui. Donc, votre étude est focalisée sur quel aspect? Alors là, nous avons eu déjà depuis 2010 une première étude qui a concerné le lupus, avec les signes articulaires et tout. Et nous avons également réalisé il y a quelques années une étude sur les auto-anticorps, notamment sur l'aspect des complications sanguines, voilà, de l'auto-agressivité. Donc il y a eu une étude qui a été faite. Et récemment, et là c'est une étude qui a été faite par un médecin en spécialisation, donc, qui concerne les complications du rein au cours du lupus. Et il s'avère que 37% environ des lupiques que nous voyons ont une complication rénale. Mais bien sûr, les complications rénales ne sont pas au même niveau. Voilà. Et en fonction des complications rénales, je pense qu'on n'a pas suffisamment dit qu'en fonction des complications rénales, les médicaments changent. Dès qu'il y a une complication rénale, le traitement est beaucoup plus avancé. C'est des traitements en perfusion. D'accord. Il y a des études sur la qualité de vie, voilà, qui montraient que 100% des patients avaient une qualité de vie altérée. Tous les lupiques qui ont été enquêtés avaient une qualité de vie altérée. C'était variable selon les domaines, mais tous étaient altérés. Il y a cette question de M. Kinde à Banfora. Il dit qu'il a un problème au niveau des cuisses. Docteur Bonkungu, ça gratte et il voudrait savoir si c'est lié au lupus. Comme je l'ai dit, le plus souvent, même le lupus ne gratte pas. Et le lupus est souvent localisé au niveau des parties exposées au soleil. Ça veut dire que ça s'appelle une dermatose. Comme on l'a dit, c'est de conseiller d'aller à consulter. Je pense qu'à Banfora, pour le moment, il n'y a pas de dermatologue. On peut aller à Bobo consulter. Je ne pense pas que ce soit le lupus. Ok. Il y a cette dernière question. Kabore Roland, tradithérapeute, voudrait savoir comment faire pour aider ces patients qui souffrent du lupus. Comment faire pour aider? Il faudrait les référer dans des structures spécialisées. Si on a le diagnostic, parce que la plupart des médecins connaissent en tout cas les signes, les médecins généralistes. Lui, les tradithérapeutes, je pense que l'esprit, c'est de comment aussi accompagner les lupiques avec les plantes. Je pense que c'est ça l'esprit, je ne sais pas. La personne, en tout cas, voudrait savoir comment faire pour aider ses patients. On s'intéresse beaucoup aux plantes, aux effets des plantes sur les manifestations en rhumatologie, mais le lupus, en particulier, on n'a pas encore, pas à ma connaissance. Alors, nous sommes en train de faire un peu le point sur les plantes qui peuvent intervenir dans les maladies ostéo-articulaires. C'était l'objet d'une thèse qui a été faite et nous sommes en train de vouloir aller dans les détails pour voir un peu les plantes en fonction des pathologies. Voilà. Mais je pense que déjà au niveau des tradithérapeutes, l'accompagnement psychologique est déjà quelque chose d'important. Et ils ont des médicaments qui agissent en termes de douleur, prise en charge de la douleur. Il y a énormément de plantes qui ont un effet sur les douleurs. Donc déjà, je pense que ça sera une bonne chose. Le seul inconvénient, la seule peur que nous avons, c'est le dosage. Voilà. C'est ça, surtout si les reins sont déjà affectés. affectés. Si les reins sont déjà affectés, voilà, il ne faut pas que le dosage vienne altérer davantage la fonction rénale. D'accord. Docteur Bonkungu, peut-on prévenir le lupus? Comme la cause exacte du lupus n'est pas connue, donc on ne peut pas prévenir le lupus. Ce qu'on peut faire, c'est de prévenir en fait soit les complications, soit les poussées. Et en termes de prévention, c'est surtout le suivi régulier. Très important. Pour cela dire aussi, même les grossesses, il faut que les grossesses soient planifiées. Il faut un soutien social, ça c'est très important. Je pense que c'est le rôle aussi, je pense qu'elles sont en train de mettre en place une association. C'est très important, ça permet également d'accompagner ces patients-là. Il faut éviter aussi l'exposition au soleil, certains médicaments quand on est malade, il faut demander l'avis de son médecin traitant. Sinon, en termes de prévention, on ne peut pas prévenir le lupus, mais si ça survient, on peut prévenir les complications et prévenir en fait les poussées. Ça, c'est une bonne nouvelle. Madame Bemama, une association. Parlez-nous un peu comment vous comptez mettre en place cette association ou alors elle est déjà effective? Bon, elle n'est pas encore reconnue. Sinon, on a eu déjà plus de 2 ou 3 rencontres. Et on a une vingtaine de membres, et 2 du Niger et quelques-unes des provinces.
on a un homme avec nous. D'accord. L'objectif, c'est qu'est-ce que vous voulez faire comme activité? Qu'est-ce que vous voulez développer au sein de cette association? D'abord, c'est faire connaître la maladie et aussi que chaque personne, on va dire femme et plus les hommes, ceux qui souffrent de la maladie en cas de poussée, c'est-à-dire en cas de crise, de se déférer directement dans les centres au lieu de rester soit à la maison pour faire de l'automédication ou d'aller dans les dispensaires pour se faire suivre par des personnes souvent qui ne connaissent pas en fait la maladie. Et souvent ça amène des complications. Et malheureusement, il y a des cas comme ça et à la dernière minute, les personnes décèdent. Donc, en fait, l'association est mise en place. C'est des activités de sensibilisation. Voilà, pour sensibiliser. Et de soutien. Et de soutenir, voilà. Quels sont les traitements qui existent pour le lupus au Burkina à l'heure actuelle, docteur Zabsori? Alors, concernant les traitements, d'abord, la prise en charge, elle est multidisciplinaire, associant toutes les spécialités concernées, le rhumatologue, l'interniste, le dermatologue, le néphrologue, quand on a une atteinte du rein. Maintenant, les médicaments, en termes de traitement, il y a d'abord la prévention, et le docteur Bonkongo a dit la prévention des poussées. Parce que vous avez vu Madame Puya dans le reportage avec le chapeau. Depuis, contre l'exposition solaire, elle porte le chapeau, toujours des manches longues. Et maintenant, en termes de médicaments, il y a le traitement local avec des crèmes à base de corticoïdes, les écrans solaires. Et pour les formes simples, il y a des comprimés en général que les patients prennent. Maintenant, les formes graves nécessitent des hospitalisations avec des perfusions. Et on arrive à le faire, c'est disponible localement. D'accord. Professeur Ouedraogo, quelles sont les chances de survie d'un patient atteint de lupus? Alors, les chances de survie, en fait, c'est comme on l'a dit, lorsque la maladie est diagnostiquée assez tôt, elle est maîtrisable. Et c'est lorsque la maladie est diagnostiquée un peu plus tard, le malade alors est vu au stade de complications et en ce moment-là, le pronostic vital peut être engagé. Ce que nous conseillons toujours à nos patients, c'est de venir régulièrement en consultation. Lorsque nous avons l'occasion de les voir régulièrement, on arrive vraiment à mettre la maladie en rémission. Mais lorsque le suivi est très irrégulier, les complications apparaissent et en ce moment-là, le pronostic vital peut être donc engagé. Donc, le dernier conseil, c'est inciter. Alors, les derniers conseils, c'est vraiment d'inviter les patientes souffrant de lupus à être suivis. Habituellement, nous les suivons d'abord de façon mensuelle. Après, lorsque ça va mieux, nous les suivons de façon trimestrielle. Et lorsque ça va encore mieux, nous les suivons tous les 6 mois. Par exemple, nous avons des patients que nous voyons une seule fois par an, mais parce que maintenant, les choses vont bien. D'accord. Des conseils donc qui vont servir de conclusion à cette émission. Chers téléspectateurs, merci de l'avoir suivi. Bonsoir et à très bientôt pour un autre numéro de Santé Mag. À la Générale des Assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc., composés d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, veuillez maintenant accueillir la nouvelle présidente. Ce n'est pas moi. C'est elle. Yilma, source
source d'une vie meilleure. Véritable source de vitalité, Yilma est une eau minérale naturelle et pure, soigneusement extraite des profondeurs des nappes aquifères saines et naturelles protégées de Koubri. Yilma est traitée rigoureusement en respect des normes internationales d'hygiène et de sécurité dans nos laboratoires ultra performants pour vous garantir une eau minérale de qualité irréprochable. Yilma est disponible en format de 1,5 litres, 0,5 litres et 0,24 litres dans toutes les boutiques.